Combien d'entre vous sont ici en tant que prof ou instit? Et combien d'entre vous sont, je vais le dire comme ça, ceux qui ont des enfants? Et combien d'entre vous ici ne sont pas instit ou prof mais ont des enfants? Et combien d'autres d'entre vous sont là en tant que citoyens, managers ou avez d'autres professions? Ok, super. Et pour ceux d'entre vous qui sont profs, combien il y en a d'entre vous qui travaillent avec des enfants de 12 ans, enfin moins de 12 ans? Et combien d'entre vous travaillent dans des collèges et des lycées et à l'université et d'autres? Et combien d'autres d'entre vous n'ont pas pu lever leurs mains et sont en train de pester leurs ressentiments? Et combien d'entre vous sont arrivés là par erreur? Ou vous êtes trop embarrassé pour le dire? Pour n'importe quelle raison que vous soyez ici, je suis content que vous soyez là. Énormément d'entre vous sont des profs, et pour un événement comme ça, c'est vachement bien. Et je pense que vous savez que le vrai apprentissage ne se fait pas en écoutant, car dans les meilleures classes, c'est les enfants qui parlent, et c'est le prof qui doit être expert à écouter. Car les enfants passent principalement leur temps en apprenant d'entre eux, dans un sens actif des idées. Donc n'est-il pas bizarre que nos opportunités de développement professionnel en tant qu'enseignant, en fait, reflètent la pire des pédagogies possibles, quand en gros cette profession c'est de sermonner les élèves sans arrêt, comme si les enfants étaient des réceptacles vides et qu'on déversait la connaissance dedans. Ici, nous savons que ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai pour les enfants, donc ce n'est pas vrai pour les adultes non plus. Donc moi, j'aimerais, comme d'habitude, commencer mes conférences en vous expliquant certaines recherches, desquelles mes résultats vont peut-être surprendre certains d'entre vous. Et ensuite, je vais vous inviter à réfléchir sur pourquoi ces résultats, comment. Donc l'étude dont je vais parler vient de Teresa Homobulet, qui, comme moi, vit à Boston. Et cette première recherche, ces premières études sont faites sur des enfants de 7 à 11 ans pendant les anniversaires, les fêtes d'anniversaire. Et cela impliquait de faire des collages. Je ne sais pas si vous rappelez des collages qu'on faisait avant. Donc on a donné aux enfants un paquet de matériel, on va travailler avec. Et on leur a demandé de faire un collage un peu fou. La moitié, on leur a dit de prendre plaisir et de le faire. Et à l'autre moitié, on leur a dit que c'était une compétition, un concours. Et celui qui fera le meilleur collage aura un prix, une récompense. Donc tous les enfants ont fait leur collage, tout a été ramassé. Tout était mélangé et distribué à un panel d'artistes professionnels afin de les évaluer. Les artistes ne savaient pas quels enfants étaient dans quel groupe, je crois qu'ils ne savaient même rien du tout du truc. Et ils ont évalué la qualité du collage en se basant sur différents critères. Les résultats ont été frappants. Les enfants à qui on a dit que c'était un concours et qu'il fallait être le meilleur colleur ont été les collages qui ont été évalués comme étant les moins créatifs. Moins spontanés, moins originaux, moins complexes et moins variés. Quelques années plus tard, professeur Homobulet, pour je ne sais pas quelle raison, était devenu professeur à Harvard. Et elle décida de faire le même genre d'expérience avec des travailleurs d'entreprise, des managers. Mais j'imagine que pour ne pas se faire virer, elle l'a fait d'une façon différente, pas avec des collages. Mais elle utilisa d'autres sortes de tests de créativité. Et cela devait régler et résoudre certains problèmes qui n'étaient pas forcément immédiats dans leur résolution. Donc ici encore, elle a divisé les groupes en deux. La moitié, on leur a demandé de résoudre le problème. Et l'autre groupe, on leur a dit que c'était un concours pour voir qui serait le meilleur pour résoudre ce problème créativement.
Donc malgré que la tâche était très différente et qu'on maintenant parle d'adultes et pas d'enfants, les résultats furent les mêmes. La compétition tue à la créativité. Et il y a énormément d'autres études qui ont été faites et qui supportent ce genre de résultats, de conclusions. Mais mon exemple ici suffira. Donc moi, ma question ici, c'est pourquoi pour les adultes et les enfants de les mettre en compétition contre eux-mêmes, entre eux, pour être les meilleurs, serait donc délétère à la qualité de la performance, au moins sur les tâches créatives. Et je vous demande pas ça parce que je cherche la bonne réponse, hein, car avec ce genre de questions, il n'y a jamais vraiment de bonne réponse. Mon but ici est de vous faire réfléchir, que vous vous engagiez dans une réflexion et que vous essayez de construire une espèce de raisonnement et un sens autour de ce que je suis en train de dire pour vous-même. Donc s'il vous plaît, tournez-vous vers quelqu'un que vous ne connaissez pas, donc peut-être le rang devant ou derrière. N'hésitez pas à vous lever, à bouger. Trouvez quelqu'un, prenez une seconde pour vous présenter et prenez, disons, allez, maximum 1 minute 30 pour voir si entre vous deux, vous arrivez à mettre une hypothèse en commun sur le pourquoi les enfants et les adultes qui pensaient en termes de compétition et de gagner ont fini par être les moins créatifs. On m'a dit d'abord bonjour. Ok, on va arrêter. Bon, je vais vous inviter dans quelques minutes à partager vos réflexions, si vous le souhaitez bien sûr. Donc gardez bien cette hypothèse en tête avec vous. Prenons un peu de recul et ayons une vision un peu plus grande de ceci, avant que je mette ces expérimentations dans un contexte plus grand. Un contexte un peu plus grand, simplement cela. Pour toute tâche qu'on doit faire, construire une maison, enseigner dans une classe, écrire un livre, qu'on fasse quoi que ce soit, qu'on cuisine. En gros, il y a 3 façons de le faire. Tu peux le faire avec d'autres gens, ou sans les gens, ou contre des gens. Si tu le fais avec les gens, dans le sens le plus pur, tu coopères avec eux. La forme la plus pure de la coopération, c'est que je réussis seulement si toi aussi tu réussis. Notre destinée est liée. On coule ou on nage ensemble. Et dans un certain sens, c'est très précis, cela décrit notre monde actuel, mais ce n'est pas toujours vrai des tâches individuelles que l'on doit faire régulièrement. La deuxième possibilité est un modèle plus individualiste, où moi je le fais totalement en dehors d'être connecté à vous. Donc ton succès, que tu construises une maison, que tu enseignes une classe, ou que tu prépares à manger, ou que tu écrives un livre, n'a aucune relation avec moi. Ton succès et mon succès ne sont pas connectés. Et la troisième possibilité, c'est que notre destinée soit liée négativement et que moi je réussisse seulement si toi tu échoues, et inversement. Et la question que j'ai posée il y a longtemps, c'est pourquoi il y a autant de tâches qu'on doit effectuer dans notre culture, à la maison, à l'école, au travail, et même quand on joue, sont construits d'une façon, pas nécessairement, mais artificiellement d'une telle façon que la plupart de nous puissent réussir seulement si d'autres échouent. Et donc sur ça, j'ai écrit un livre dans mes 20
20 ans, sur la compétition dans tous les aspects de l'être humain. J'ai pioché dans énormément de disciplines différentes. La psychologie, la sociologie, l'anthropologie, la biologie, l'éducation, l'économie, etc. Pour essayer de comprendre, je trouvais du sens dans cette notion basique qu'on nous montre l'un contre l'autre et de comprendre pourquoi cela est comme ça et est-ce que c'est vraiment nécessaire et désirable. Et depuis, je me suis intéressé à beaucoup d'autres questions qui ont rapport à cela et à l'éducation, et bien plus, maintenant que je n'ai plus 20 ans, et je me suis sans arrêt retrouvé à réfléchir sur ce problème de fond de la compétition. À chaque fois, je revenais à cela. Par exemple, si on prend l'exemple des tests standards dans l'éducation, moi je me demande comment ça se fait qu'il y aurait un espèce de standard dans une province particulière et des examens standardisés, des normes. Quel est le besoin de cette normalisation, standardisation? Comment ne pas simplement apprendre, simplement comment les élèves se comportent à l'école, comment ils s'en sortent, mais aussi comment les profs s'en sortent, en évaluant, en regardant avec des projets concrets, dans le temps et en réel, dans une vraie classe, pour essayer d'évaluer qualitativement qui a besoin d'aide ou pas. Et où en sommes-nous et est-ce que ça se passe bien ou pas? Et la réponse, quand on pose cette question directement, arrive très vite. La seule raison que tu aies besoin d'un test standard, donc c'est que toutes les personnes dans un endroit énorme comme une province répondent aux mêmes questions, dans les mêmes conditions, comme surtout si la vraie question n'était pas nos enfants apprennent-ils bien correctement, mais en fait c'est qui est meilleur que qui. C'est la seule utilisation d'un test standard si ton but est d'être plus intéressé dans la victoire plutôt que dans l'excellence. Est-ce que la ville de Cologne fait mieux que la ville de Vancouver? Est-ce que la province de British Columbia est meilleure que la province d'Alberta? Est-ce que le Canada est meilleur que la Finlande ou que les États-Unis? Est-ce que ma ville ou mon district est meilleur que le tien? Seulement quand ton but est de séparer les losers des winners, tu utilises ce genre de test et d'évaluation. Autrement, tu utiliserais des tests normaux où les gens font des trucs différents à chaque fois. Et il y a énormément d'autres exemples où on se retrouve, moi je me retrouve, ramené tout le temps vers la même question et toujours renvoyé à cette même question que je me posais depuis si longtemps et moi que j'appelais atteinte d'un but exclusif mutuel. J'avais fait un acronyme MEGA que les gens n'ont d'ailleurs pas du tout adopté, inexplicablement, mais en gros MEGA signifie que moi je réussis seulement si toi tu perds. Il y a même une version plus forte, je réussis seulement si j'arrive à te faire échouer. Vous saisissez la différence? Putain, si tu vas faire du bowling, c'est chacun son tour. Tu fais quelque chose, après ensuite toi tu prends ton tour, tu fais quelque chose, etc. On n'interfère pas avec la partie de l'autre, le jeu de l'autre, ou l'action de l'autre, sinon c'est considéré comme mauvais comportement, si tu balances la boule en même temps que l'autre au même truc, pour faire de la pétanque avec la boule de l'autre, pire si on rajoute des insultes. Mais si on joue un jeu comme le tennis, là les choses sont différentes. Car un bon coup au tennis, c'est un coup que l'autre ne peut pas parer, il ne peut pas le renvoyer, donc il perd, il échoue. Donc mon but à chaque instant de jeu, c'est de te faire perdre. Comme pour la guerre. On est activement impliqué. Ok, certains êtres éveillés pourraient dire non, tu joues au tennis, c'est tout. N'essaye pas de faire perdre l'autre, joue et prends du plaisir. C'est simplement fais le meilleur de toi-même. Mais non, c'est n'importe quoi ça. C'est-à-dire, si tu joues un jeu où tu n'essayes pas de faire perdre l'autre, et le marketing ou la novlangue fait que en fait, toi tu dis que tu gagnes, ça serait pas du tennis. Ça serait un autre jeu avec deux raquettes, une balle, un court et un filet, et ça serait très bien que ça soit un autre jeu, ça se trouve. Mais ce jeu, et j'utilise le mot jeu, donc game en anglais,
Game qui est aussi le gibier en anglais. Donc là on parle de la chasse, de la pourchasse, figurativement ou pas. Mais si les règles du jeu demandent qu'on respecte et qu'on applique ces règles de jeu spécifiques, alors changer notre comportement, notre attitude envers cela n'est pas suffisant. On doit changer la structure de l'activité même. Et la même chose est vraie pour les enfants à l'école. S'ils se retrouvent dans une compétition ou dans une course où ils doivent battre tous les autres, dans un jeu créé par le prof, et ce jeu est qui peut donner la réponse en premier, afin que moi qui donne la bonne réponse, je sois reconnu, alors toute la structure de la classe et la construction de l'éducation met les élèves les uns contre les autres. C'est pas parce que les enfants sont neurotiques ou malicieux ou sadistes, enfin pas nécessairement, mais c'est parce que les règles du jeu exigent qu'il voit tous les autres comme un obstacle à son propre succès, sa propre réussite. Il y a des assemblées qui décernent des prix, des Oscars, des awards, tu les appelles comme tu veux, où il y a un trophée, une plaque, un certificat, une forme de reconnaissance comme ça. Et en plus, on a décidé à l'avance que pas tout le monde pouvait l'avoir. Donc le message est très clair, tout le monde autour de toi est là pour se faire battre. Si on doit faire des concours d'épellation, je sais pas, il y a un nom pour ça, je me souviens plus, concours des abeilles. Bref, moi, le premier jeu que j'ai jamais appris quand j'étais gamin comprenait n enfants avec n-1 chaises quand la musique s'arrête. Et à l'époque, il y avait quelque chose qui s'appelait une aiguille et qui était levée au moment précis de jouer. Demandez à vos parents de vous expliquer pour les enfants qui sont dans la salle. Et donc on levait l'aiguille, s'arrêtait la musique, et tout le monde se précipitait vers une chaise. Et par design, il n'y avait pas assez de chaises pour tout le monde. Donc on virait un enfant, on remet la musique et on le refait. Un autre enfant qui dégage, on dégage une chaise, on dégage un enfant. T'as dégage, dégage, dégage. Et à la fin, t'as un enfant qui reste assis, triomphant, le plus rusé, le gagnant, alors que tout le monde vient d'être exclu du jeu, se retrouvant comme un loser, sans sourire. Et en Amérique du Nord, on appelle cela le fun. En fait, c'est un prototype de pénurie artificielle. Et arrive Terry Horwick en Ontario, en Ottawa, il me semble. Il y a des années, il a dit pourquoi on ne changerait pas un petit peu les règles du jeu. On garde la structure du jeu intacte, à chaque fois on enlève une chaise, à chaque tour donc, mais on va changer le but, l'objectif. Et le but sera pour tout le monde d'arriver à chercher à rester assis, de la façon dont on peut. D'arriver à mettre tous les culs sur les chaises, le peu de chaises qui restent, et avec le nombre de chaises qui diminue au fur et à mesure. Donc à la fin du jeu, tout le monde est en train de se demander comment s'agripper à l'autre et d'avoir un morceau de fesse sur la chaise. Et tout le monde joue jusqu'à la fin et tout le monde a du fun. Tout le monde s'amuse. Moi je l'ai fait avec mes deux enfants. À leur anniversaire, on s'est éclaté. Et ensuite, on m'a même envoyé des photos pour ceux qui avaient reproduit le jeu ailleurs. En disant, mais c'est incroyable qu'on s'est toujours emmerdé avec des jeux compétitifs, des fêtes d'anniversaire. Mais qu'est-ce qu'on pensait dans une fête d'anniversaire d'enseigner les enfants qu'il fallait battre l'autre dans une fête de joie et d'amusement? C'est incroyable, comme tu ne peux pas penser comment un jeu compétitif en fait n'est pas fun du tout. À partir du moment où tu n'as pas fait l'expérience comme cela d'un jeu coopératif, où il y a toujours de la stratégie et de la créativité, de l'exercice, du plein air, enfin peut-être pas pour les chaises musicales. Il n'y a pas besoin de formater des enfants, les transformant en gagnants et perdants. Il y a seulement 2 positions acceptables aux US et au Canada sur le principe de compétition. La première devise de ce pays, c'est que c'est la compétition qui a rendu ce pays extraordinaire. La compétition motive les gens à faire le meilleur d'eux-mêmes. La compétition forge le caractère. Et il faut commencer petit. C'est un monde de loups parmi les loups. Donc autant se préparer tout de suite à ce que les loups mangent les loups. Cela inclut les enfants.
Et si tu n'aimes pas la compétition, alors t'as un problème. T'as peur de ça et t'es pas capable de gérer. Ça, c'est le concept numéro 1. Deuxième concept, c'est l'approbation qualifiée. Un peu plus nuancé, ouais, peut-être il y a un peu trop de compétition. On le fait trop intensément, peut-être que les enfants sont trop jeunes. Mais il ne faut pas trop s'en écarter, il faut garder les choses en perspective. Et si on le fait correctement, alors un peu de compétition est vraiment utile. C'est productif, etc., etc. Donc cela, c'est les deux seules positions possibles qu'on puisse avoir sur le sujet de la compétition. Et c'est toujours le cas de nos jours. Et moi, quand j'ai commencé à faire des recherches sur ce sujet, il y a bien longtemps maintenant, j'ai échoué à trouver ne serait-ce qu'une seule raison que la compétition soit la méthode la plus optimum, la meilleure. Spécialement pour les enfants en plus. Mais pour les adultes aussi. Que ce soit au travail, à la maison, à l'école, quand on joue. Pourquoi aurait-on besoin de structurer les choses pour que moi je réussisse et que les autres échouent? Depuis quand ça peut produire un résultat optimum? Qu'on compare cela à faire une tâche individuellement ou en coopération avec les autres. Donc moi je me suis retrouvé dans cette position complètement radicale et opposée au dogme accepté. Une position qui n'a pas changé même après quelques décades de recherche, de réflexion, de résultats, d'études. C'était tellement apparent, même avec tous les gens autour de moi, toutes les critiques qui venaient, les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Je suis toujours le seul à penser que ce concept que la compétition est bonne pour la santé ou pour la société est une totale contradiction en ses propres termes. Et l'optimum de compétition dans n'importe quel environnement, spécifiquement quand on implique des enfants, n'est absolument rien, zéro, aucun avantage, aucun intérêt. Donc je vous demande pas, bien sûr, d'accepter ce que moi je suis en train de vous dire, mais je vous invite à venir défendre votre position, votre vue sur le bénéfice de la compétition et à venir me démontrer pourquoi je suis allé trop loin et ma position est trop radicale. Moi je vous donnerai le challenge d'être dans une configuration où on doit structurer les enfants les uns contre les autres et que leur but est de mettre en échec leur père. Car si on ne fait pas ça, on sacrifierait quelque chose dans l'éducation et le but de la vie de ces enfants. Alors sous quelles circonstances on en aurait besoin? Alors quand j'ai commencé à parler de cela, et c'était on va dire mon point fort de vente, ce que je pensais, ce que j'avais découvert. Je fus invité à l'époque au plus grand talk show aux États-Unis. Dans les années 80, le Phil Donahue Show, ça c'était avant Oprah, mais voilà, c'était le plus grand de l'époque. Et quand on m'y a invité, mon éditeur n'a pas arrêté d'orgasmer. On m'a posé des questions comme alors, si vous êtes contre la compétition, ce n'est pas parce que vous êtes juste un loser. Alors je vous invite à réfléchir sur vous, comment vous auriez répondu en ayant 8 secondes sans réfléchir en direct à la télé. Je vous aide un petit peu, il n'y a pas de bonne réponse. Donc à l'époque, je commençais à penser à toutes ces idées, mettre en place, en forme. Je me retrouvais avec de plus en plus d'exemples de gens qui disaient il faut qu'on trouve un compromis sur ce sujet, il faut trouver un équilibre entre les deux. Pas trop de compétition, mais un peu de compétition quand même. Et j'ai soudainement réalisé quelque chose qui va me prendre 10 secondes à dire, mais qui m'a pris des années et des années pour comprendre. Ce n'est pas parce que quelque chose est mauvais quand on en fait l'excès qu'une modération va être satisfaisante. Des choses sont mauvaises parce que c'est leur nature, pas parce que c'est la façon dont on le fait ou on le fait pas, ou si on en fait trop. Donc quand on pose cette question, on challenge, et on est découragé bien sûr de poser cette question.
Une de mes citations favorites qui réfère pas seulement à la compétition, mais d'autres trucs aussi, vient du grand linguiste Noam Chomsky, qui a dit de la façon suivante: la façon rusée de garder les gens dans l'obéissance est de strictement limiter le spectre de certaines opinions et de leur acceptation, mais d'autoriser des débats très bruyants dans ce spectre, et même encourager les critiques et vues opposées. Comme ça donne le sens qu'il y a la liberté de la parole et de la pensée. Et pendant tout ce temps, les présuppositions imposées du système sont renforcées par les limites du débat qui renforcent donc cela. Voilà, je repense tout le temps à cette citation. Ça s'applique totalement à tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait. J'ai écrit un bouquin il y a des années sur les devoirs à la maison. Réalisez bien qu'aucune recherche n'a jamais trouvé aucun bénéfice à faire des devoirs à la maison. Aucune raison, en tout cas jusqu'au lycée. Mais même au lycée, les recherches qui ont été faites, on trouve de moins en moins que c'est utile. De faire étudier les étudiants en dehors de l'école, c'est comme si tu rentrais du boulot, que tu devais travailler à la maison, après avoir travaillé toute ta journée. Aucune recherche n'a jamais trouvé un seul bénéfice. Aucun gamin de 12 ans devrait être forcé à faire un devoir pour l'école le lendemain ou plus tard, un devoir à la maison. Mais encore moins un gamin de 6 ans. Je rappelle qu'en France, le devoir à la maison est interdit par la loi. On leur donne ce genre de devoir parce qu'on pense qu'on doit devoir leur donner ce genre de devoir. C'est dans le mot, hein, c'est pas parce que c'est utile, c'est qu'il faut, on doit, le devoir, l'obligation. Et pourtant, on noie la question, comme Chomsky explique, et on focalise sur la quantité de devoirs à la maison. Mais cette gamine est en pleurs, elle a seulement 10 ans. Ça fait 2 heures qu'elle planche sur ses devoirs à la maison. Et l'idée révolutionnaire, c'est quoi? Simplement d'avoir un petit peu moins de devoirs à la maison? D'enlever quelques minutes? Donc le plus tu passes de temps à argumenter de combien de devoirs à la maison, le moins de temps, voire pas du temps du tout, tu vas pouvoir te poser la question: pourquoi des devoirs à la maison? Et surtout, quels avantages, bénéfices et utilités? Et comment ça se fait que c'est les profs qui décident ce qui se passe à la maison pendant le temps de famille? Et cela est valide pour beaucoup d'autres sujets, comme sur la notation, que ce soit des lettres ou des nombres, qui évaluent les papiers, les compositions, les devoirs, les contrôles. Les recherches indiquent très clairement que quand on donne des notes aux étudiants, 3 choses se produisent. La première, c'est qu'ils deviennent moins intéressés, ils ont moins envie d'apprendre. Et de ce que je me rappelle, toute étude qui ont été faites sur la motivation des enfants, des étudiants par la notation, a un effet négatif sur l'apprentissage. Deuxièmement, quand on donne des notes aux enfants, ils vont aller choisir la tâche la plus facile, si on leur donne le choix. Mais pas parce qu'ils ont la flemme, mais parce qu'ils sont simplement rationnels. Donc, bien sûr que j'ai pris le livre le plus petit à lire. Tu viens de m'expliquer ici que je dois obtenir un A, un 10, un 20, et d'excéder tous les résultats pour avoir 20 sur 20, ou enfin ton système de notation. Donc tu m'étonnes que la chose la plus facile que je vais faire, c'est là où je vais pouvoir obtenir la meilleure note. Donc c'est ma meilleure chance d'atteindre ton goal à toi, ce que tu m'imposes. C'est pas mon but à moi. Je vais pas prendre de risques intellectuellement. C'est l'opposé ce qui se passe. On évite de prendre des risques. Et après tu me critiques parce que je suis pas motivé. C'est à cause de moi, ou plutôt de regarder la structure de ton éducation, qui entraîne et instigue ce genre de comportement où on cherche à ruser. Car le but n'est pas d'apprendre, mais d'avoir la meilleure note. L'apprentissage va dans l'autre direction. Avoir une note, c'est l'autre direction opposée. C'est pour ça que les meilleurs enseignants que je connaisse ne mettent jamais une note sur les copies, même s'ils sont leur oblige à en mettre une à la fin du trimestre. Et le troisième effet, avec les notes, d'après les recherches, toujours, c'est que les enfants qui étudient pour choper des bonnes notes à l'école ont tendance à oublier très facilement et plus rapidement, et de penser et réfléchir d'une façon très superficielle, donc beaucoup moins en profondeur, que des étudiants auxquels on va donner des tests identiques, mais sans notation. C'est ce que toutes les recherches montrent sur le système de notation. Et avec ça, la seule discussion avec des éducateurs qu'on puisse avoir, entre eux, dans les magazines spécialisés, c'est comment évaluer et comment noter.
En plus, maintenant, c'est l'évaluation standard, la standardisation des notations. J'avais jamais compris l'expression mettre du rouge à lèvres sur un cochon avant d'être obligé de lire un manuel de normes d'évaluation et de notation. Ou du débat de où doit-on mettre les notations en ligne pour le mettre encore plus dans la face des enfants, quoi. Pour rendre encore le truc encore plus honteux et destructif. Est-ce qu'on doit noter quand il a fait des efforts ou pas? Est-ce qu'on doit inclure les zéros ou pas? Tous ces faux débats. Mais il faut prendre du recul et se poser la question, mais pourquoi on débat sur comment noter? Quand toutes les recherches montrent et démontrent, toutes les expériences de la vie réelle démontrent qu'il n'y a aucun bénéfice. Il n'y a même pas à débattre sur le fait qu'il faut abolir la notation et de mettre en place d'autres formes d'évaluation. Une forme qui ne soit pas réduite simplement à des lettres ou des chiffres. Avec les devoirs à la maison et les systèmes de notation, on se retrouve dans la citation de Chomsky. On n'est pas encouragé, cela ne nous permet pas du tout de poser les bonnes questions et d'adopter la position radicale. Et j'utilise le mot radical dans l'étymologie originelle latine. Le radical vient du latin qui signifie racine. On revient toujours à la cause, ce qui est le principe du mouvement Zeitgeist, qui n'est de pas opérer dans les limites de la pensée classique, des dogmes classiques et du status quo, ce qui arrange le système, mais d'adopter une autre perspective, prendre du recul et se poser la question, mais est-ce qu'on pose les bonnes questions? Dans le cas de la compétition, c'est déjà vendu, la discussion a déjà été faite, on croit déjà qu'on ne peut rien faire, car la compétition, c'est la nature humaine. Donc ça, c'est la première croyance que j'ai débunkée avant d'écrire mon livre sur ce sujet. J'avais entendu tellement de fois cette croyance par rapport à la compétition, dans des discussions, dans des magazines, des articles, juste une espèce compétitive. Donc moi je me suis dit, mais il doit avoir une grosse base de données qui doit étayer ces faits. Donc c'est là que j'ai commencé mes recherches il y a bien plus de 30 ans. Mais bon, j'ai vraiment commencé quand j'avais 9 ans, bien sûr. Et je n'ai toujours pas trouvé ne serait-ce que la moindre évidence sur cette affirmation, cette croyance sur la compétition. En fait, il y a énormément d'études pour prouver le contraire, dans des disciplines comme la biologie, l'évolution, les différents l'anthropologie, donc différentes expériences dans d'autres cultures, et dans l'éducation des enfants. Je vais vous le résumer en une phrase. On est compétitif parce qu'on nous élève comme cela, et pas parce qu'on est né comme cela. Donc c'est très facile pour nous de dire ouais, c'est pas, on s'en fout, c'est pas grave, c'est né comme ça. Je me déresponsabilise facilement sur mes us et coutumes et j'ai pas besoin de me remettre en question, c'est facile. Fondamentalement, c'est pas comme ça en fait. Il n'y a aucune preuve par rapport à la compétition. Au contraire, ce qu'on retrouve, c'est qu'on enseigne ça très soigneusement aux enfants. L'anthropologiste Jules Henry s'est intéressé à l'anthropologie de notre culture il y a quelques années. Donc la situation se passe dans une classe de primaire. Horus a des problèmes pour réduire l'équation 12/16 au plus petit reste et n'a pas pu aller plus loin que 6/8. L'instituteur lui demanda si c'était aussi loin qu'il pouvait aller. Et il lui suggéra de penser un peu plus. Super utile comme conseil, n'est-ce pas? Et les autres enfants secouaient la main en l'air, frénétiquement, pour corriger cet élève et donner la bonne réponse. Boris était paralysé par la situation. L'institutrice s'est retournée vers la classe et a demandé qui peut dire le nombre à Boris. Une forêt de mains se leva et l'institutrice s'appelle Peggy, qui dit que 4 pouvait être divisé en numérateur et dénominateur. Ainsi, l'échec de Boris permit à Peggy de réussir. Sa dépression fut le prix à payer pour l'exhilaration de Peggy. Sa misère, l'occasion de se réjouir pour Peggy. Pour un Indien Hopi ou du Dakota, la performance de Peggy aurait été considérée comme extrêmement cruelle pour ce genre de tribu. Mais c'est la condition standard de notre système d'éducation. Je me focalise sur 3 arguments centraux dans mon bouquin, après avoir essayé d'avaler l'idée qu'on n'avait pas le choix que d'être compétitif.
Le premier, c'est les effets de la compétition sur notre psychologie, notre santé mentale et notre estime de soi. Je pourrais résumer les résultats sur un autocollant de voiture. La compétition est à l'estime de soi ce que le sucre est aux dents. La différence qui prend tout son sens n'est pas entre les enfants qui gagnent et qui perdent. En termes de santé mentale, la différence se fait entre les enfants qui doivent être en compétition et ceux qui ont la chance de ne pas être mis en compétition. La compétition enseigne que je ne suis qu'aussi bon que ma dernière victoire. Ce qui devient mon sens, mon estime de soi et mes compétences et ma confiance, qui est totalement liée à ma capacité de battre les autres. Quand tu perds, tu te sens minable et sans valeur. Mais même quand tu gagnes, c'est un shoot d'adrénaline qui ne dure pas bien longtemps et tu retombes les pieds sur terre rapidement et tu dois continuer à obtenir des victoires sur victoires pour retourner dans ton état d'euphorie. Ça rappelle un petit peu un addict avec ses problèmes de drogue, n'est-ce pas? La compétition, qu'importe le résultat des situations, nous encourage à douter de nous-mêmes et de croire ultimement qu'en fait, on n'est jamais vraiment couronné de succès et qu'on doit toujours continuer à battre les autres. Et tout cela pour essayer de se sentir mieux avec soi-même, toujours en devant gagner un prix. C'est comme satisfaire sa soif en buvant un verre d'eau salée. Non seulement ça n'aide pas, mais en plus ça aggrave le problème. Donc le plus tu fais de la compétition, le plus tu as besoin d'en faire. La deuxième chose, c'est les effets de la compétition sur nos relations avec les autres. Et dans ce cas-là, la compétition, pour résumer rapidement, enseigne aux enfants que les autres sont des obstacles potentiels à son propre succès. Et donc, ce n'est pas des amis potentiels, ni des alliés, ni des gens qui vont t'aider. En fait, ce sont des rivaux potentiels que tu dois surpasser afin de réussir. Et donc, les conséquences destructives, et je vous propose un fait remarquable, le plus on observe les effets prédictibles de la compétition dans les relations humaines, l'agression, la tricherie, les comportements autodestructifs, très spécifiquement dans les sports, l'envie quand on voit les gagnants, et ça c'est pas une émotion de bonne santé mentale, la satisfaction de voir les perdants, la distance qu'on met entre les gens, parce que même si aujourd'hui t'es pas mon rival, tu le seras peut-être demain. Et tout ceci se répète sans arrêt. Et quand cela éclate, des fois, dans des comportements et situations vicieuses, on blâme les individus qui ont été forcés d'être en compétition. On les accuse de ne pas savoir se battre correctement dans les règles de l'art, de ne pas être fair play. T'as pas besoin du concept de fair play quand les enfants jouent des jeux coopératifs. Non seulement ce n'est pas nécessaire, mais du coup cela n'a aucun sens. C'est comme t'as pas de vol dans une culture où il n'y a pas de propriété privée, où tout est partagé. Cela n'a pas de sens. C'est comme à Boston, où je vis, le concept de jaywalking, traverser hors des passages cloutés, n'a pas de sens du tout, car il n'y a pas de norme ou de règle qui dit que tu dois seulement traverser dans certains passages ou aux intersections. Donc beaucoup de ces concepts dont on parle sont liés et nécessaires à d'autres choses qu'on a acceptées, sans s'en rendre compte, sans savoir qu'on le fait. Par exemple, encore, le concept de blasphème n'a aucun sens si tu ne crois pas en Dieu. Le concept de loisir n'a aucun sens dans une société qui ne demande pas un travail aliéné et aliénant. Donc pour la compétition, l'idée de fair play n'est pas seulement non nécessaire,
mais elle devient sans sens, c'est un non-sens. À part dans les cas où les gens auxquels on a dit tu dois battre l'autre, ou que notre groupe doit coopérer pour battre cet autre groupe. Et ça, on ne s'approchera pas plus près du concept de coopération dans ce monde-là. Enfin, dans notre culture en tout cas. Allez, travaillons tous ensemble pour qu'on puisse les éclater. On voit de partout, hein, dans les équipes de sport, dans les entreprises, dans des pays entiers. Et donc là, je pense qu'on va dans la mauvaise direction, hein, si on pense que ce genre de coopération suffit à la société. Les recherches sont très claires là-dessus. Les enfants qui ont été entraînés en compétition avec les autres font moins confiance. Je veux dire, ça coule de source. Pourquoi je vais aller faire confiance aux autres? Je me retrouve sans arrêt dans des activités où je suis en compétition avec eux, où leur succès est le prix de ma défaite. Là, si j'ai été élevé par la compétition de hockey et de concours d'épellation, et de l'élève le plus sage qui ira en premier manger à la cantine, et de qui va gagner le premier prix pour la meilleure dissertation, bien sûr que je vais faire confiance à personne. Donc c'est pas qu'il y a un problème avec moi, c'est que les adultes me poussent et me forcent à me battre contre mes amis. Le problème est avec cette structure qui met les enfants les uns contre les autres. Et quand penses-tu que cela ne soit jamais bénéfique pour quelque chose, quelqu'un, psychologiquement ou interpersonnellement? Mais jamais, c'est pas possible. Donc je suis dans une situation où je ne fais pas confiance. Et d'autres recherches disent que les gens qui sont en compétition sont moins capables de comprendre comment l'autre peut voir le monde et avoir un différent point de vue, une opinion différente. Ce que les psychologistes appellent différentes perspectives. Ils sont moins enclins à aider les gens qui en ont besoin et ils sont moins enclins à communiquer correctement. Et là encore, hein, c'est pas à cause des différentes personnalités des enfants, c'est à cause des différences structurelles dans les situations où ils sont mis en compétition. Une étude a trouvé que tu peux prédire la non-générosité d'un enfant sur comment son père est compétitif. Donc tu n'as même pas besoin de mettre les enfants en compétition. Le simple fait de vivre avec quelqu'un de compétitif conditionne l'enfant à être égoïste. Alors ils n'ont pas comparé les études avec la mère, mais moi je pense qu'ils auraient trouvé le même résultat. Et quand tu regardes, c'est incroyable le nombre de gens qui disent hein, ouais, moi je suis compétitif, sans que ces gens réalisent ce qu'ils admettent vraiment. C'est un vrai mythe psychologique. Comparé à des gens qui diraient ah putain, j'ai vraiment un problème sérieux avec l'alcool. Les gens n'iront pas dire j'ai un problème avec le succès ou la compétition ou ta compétition. Je suis trop compétitif. Non, au contraire, ça représente l'excellence. C'est faux. Moi, je dis pas que je suis pas motivé. Je dis juste que je suis jamais satisfait tant que j'ai pas battu les autres. Donc c'est ça que ça veut vraiment dire. Ah, c'est un signe que tu as un gros problème mental. Mais on vit dans une société où ce comportement est valorisé, même idolâtré. Jamais on va les envoyer se faire soigner. Toute notre culture de masse et de divertissement est comme ça. On allume la télé et la télé-réalité, ça va répéter sans arrêt ce message de compétition, de devoir éclater l'autre, que la seule façon de cuisiner par exemple est par la compétition et par faire perdre l'autre. Et c'est pareil pour faire des robes, des habits, pour créer ceci, cela, c'est le faire en faisant perdre les autres. Pas seulement avec le sport, avec tout. Gagner devient nécessaire, même obligatoire, un devoir. Et donc il ne faut pas travailler, coopérer avec les autres, ni leur faire confiance, mais contre eux. Et en passant, hein, si la compétition était vraiment la nature humaine, ce serait normal d'entraîner sans arrêt les enfants à faire cela, de socialiser les enfants dans la compétition sans arrêt. Si c'était naturel, il n'y en aurait pas besoin. Donc j'ai regardé les effets sur la santé psychologique, mentale, les effets sur nos relations. Et donc le troisième, dernière question, et c'est celle-là qui m'a vraiment surpris, c'est l'idée que la compétition nous motive à donner le meilleur de nous-mêmes. Ouais, peut-être que c'est pas si bien pour qu'on se sente bien d'agir comme ça, mais putain, quand on essaye de gagner,
on est beaucoup plus enclin à réaliser de grandes choses. Si on n'avait pas la compétition, on traînerait tous dans la médiocrité. Vous vous rendez pas compte? Quelle horreur! Tu vois, j'ai trouvé que quand j'ai commencé à décoder tous ces processus, j'étais déjà convaincu, hein, avant de regarder n'importe quelle étude que ce soit sur le sujet, que la compétition psychologiquement c'était mauvais. Mais je pensais qu'il y avait un effet de motivation. Donc ouais, j'étais prêt à sacrifier un petit quelque chose pour de grandes réalisations. En tout cas pour certaines choses. Tu sais, pour avoir des gens un peu plus heureux, un peu plus en santé. Mais j'étais totalement dans l'erreur. L'étude dont je vous ai parlé d'Amubalé sur les collages et la créativité, c'est seulement le sommet de l'iceberg, hein. Mais je ne devrais pas utiliser cette analogie dans notre société de changement climatique, car les icebergs rétrécissent très vite. Mais la mer d'études qui l'entoure s'agrandit constamment. Donc j'ai encore un autocollant de voiture, hein, pour vous résumer ça, d'autres études. La compétition, non seulement n'est pas nécessaire pour atteindre l'excellence, mais typiquement, c'est son absence qui est nécessaire pour obtenir l'excellence. Oh, ça m'a choqué de trouver cela. Au mieux, la compétition amène aucun avantage, même sur les tâches physiques. Peut-être si on se mettait tous ensemble et que je vous disais, ouais, je vais vous faire lécher des enveloppes, on va voir combien d'enveloppes vous pouvez lécher pendant les 10 prochaines minutes. La moitié d'entre vous ici léchez les enveloppes, l'autre moitié ici, vous êtes en compétition pour voir celui-là qui va lécher le plus d'enveloppes. Vous avez 10 minutes et je vous donne une coupe, hein, à la fin. Ouais, je suis presque sûr que le deuxième groupe va lécher plus d'enveloppes. Mais ouais, c'est même pas sûr en fait, hein. Et en passant, c'est quoi l'équivalent en éducation de lécher les enveloppes? C'est étudier l'apostrophe. C'est apprendre à emprunter quand tu es en 10e position. C'est décontextualiser les compétences, clamer des faits qu'on va oublier, avoir la mémoire courte, ou en tout cas pendant la durée du test. Tu as besoin d'utiliser des artifices comme la compétition quand l'enseignement et les techniques d'enseignement sont si pauvres, si traditionnelles et aberrantes, que finalement on n'a donné aucune envie aux enfants de vouloir apprendre quelque chose. Et en fait, je vais vous donner, c'est mes observations à moi, hein, seulement, c'est pas des résultats d'études, c'est que les enseignants qui n'organiseront jamais une compétition pour enseigner, ni des tests pour mettre en compétition les enfants les uns contre les autres, c'est les classes d'enseignants où les étudiants vont être vraiment dans la découverte intellectuelle et de la compréhension des idées de fond en comble. Par contre, les enseignants qui vont faire des quiz aux enfants, qui a la meilleure note sur le papier, copie, qui aura le plus de bons points, lire le plus de livres, les profs qui vont sans arrêt utiliser ce genre de biscuits pour chiens pour motiver les gosses, Pavlov, hein, spécifiquement sur la compétition, ça va être les enseignants avec le CV et la pédagogie qui sera la moins engageante, la plus chiante, la moins intéressante. Et c'est là où c'est les classes où les enfants ont le moins à dire quelque chose. Montre-moi un enseignant qui utilise la compétition pour motiver ses élèves, et je te montrerai un prof desquels les élèves qui ont été exclus, hein, des décisions sur ce qu'ils doivent apprendre eux-mêmes, et comment, et quand, et pourquoi. Donc on a toutes ces preuves avec les enfants et les adultes que la compétition en fait nous empêche d'avancer. Là, vous allez peut-être trouver ça très radical, hein, ça vous met en colère peut-être, mais je vous lance le challenge de me trouver des preuves qui vont contredire ce que je suis en train de vous dire. Et toutes ces études et recherches que j'ai collectionnées toutes ces années, qui vous démontrent complètement, radicalement, que si je vous prends tous ici, et que je vous fais faire des tâches, et que tous ceux d'entre vous qui voudront être numéro 1 vont être ceux qui vont faire un pauvre travail. Alors revenons-en à nos collages. Pourquoi cela doit être vrai? Pourquoi les enfants, à la fête d'anniversaire auquel on a dit qu'il y aura un prix à gagner, pour faire un collage sont moins créatifs? Pourquoi les managers aussi sont moins créatifs pour trouver les solutions en entreprise, hein, quand on leur a expliqué que c'était surtout gagné?
Alors, c'est quoi votre réponse quand je vous ai demandé d'échanger entre vous au début de la conférence? Est-ce que vous pouvez résumer en une phrase les solutions que vous avez trouvées? Est-ce que c'est un concours? Non, non, vous inquiétez pas, c'est pas un concours. Mais merci de l'avoir précisé. Ouais, je dirais que le groupe donc, qui a travaillé comme ça, que, il focalisait sur la récompense. C'est pour cela que c'était délétère à la créativité et à la résolution du problème. Ouais, donc tu dis, ouais, c'était délétère parce que le statut de gagnant sert d'abord comme récompense. Oui, c'est une bonne façon de renvoyer la réponse à l'étape précédente et à la question de pourquoi une récompense, à saper la créativité et la résolution de problèmes. Donc tu nous as aidé à cadrer la vraie question. Merci. D'autres suggestions? Ils ne veulent pas prendre de risques. Le plus tu focalises sur gagner le prix, le moins tu vas penser en dehors de la boîte, le moins tu vas jouer avec les possibilités, car tu veux pas mettre en danger ton statut de la potentialité de gagner la récompense ou le prix, le trophée. Vous savez qu'il y a une différence entre la récompense et le trophée. Le trophée, hein, comme un Oscar, est une récompense que personne d'autre ne peut avoir. Donc c'est la cerise sur le gâteau de la compétition. C'est la strychnine de la récompense. La drogue dure. Ok, prendre moins de risques. D'autres. Quoi d'autre peut-il se passer? Oui, toi derrière là-bas. Ouais, nous pensions peut-être l'attente de performance dans les yeux des autres, dont une attente par rapport aux autres plus forte que par rapport à soi-même. Ah, donc le regard des autres, les attentes, la réputation, le prestige, le regard des autres, et cela m'empêcherait d'être aussi créatif que je voudrais. Ouais, merci. Quelqu'un d'autre? Oui, on pensait dans le groupe non compétitif, ils ont plus de fun, plus coopératif, plus enclin à partager, propension à s'aider beaucoup plus, comme s'il y avait un ours en peluche par exemple, on partagerait, on pourrait se le passer les uns aux autres, s'en occuper, qu'en compétition on se battrait pour l'avoir. Donc le principe ici c'est que pour effectuer différentes ou beaucoup de tâches, ce qui amène à l'excellence, c'est la collaboration, la coopération. Comme deux experts en la matière l'ont dit, David et Roger Johnson, qui sont frères et qui ont donc coopéré ensemble pour leurs études sur la coopération à l'université du Minnesota. Ils l'ont dit de cette façon, nous tous ensemble serons plus intelligents que chacun de nous. Donc un groupe qui fonctionne super bien, peut-être pas tout le temps, hein, mais souvent, et qui peut produire de bien meilleurs résultats, le feront bien mieux que des experts chacun de leur côté. Qu'est-ce qui se passe quand on voit les élèves dans une école primaire font et mettre en pratique ce qui est dit dans les études et qui est considéré comme le plus efficace dans la façon d'apprendre, c'est d'apprendre l'un de l'autre. On a un autre mot pour cela, on appelle cela tricher. On pourrait utiliser le mot coopérer, hein, mais à l'école, vraiment, cela signifie obéir. On va dire aux enfants, je veux tous que vous coopériez ensemble, dans le sens vous allez faire exactement ce que je vous dis. C'est un euphémisme pour l'obéissance aveugle, et c'est pas la vraie coopération réelle. Donc si toi tu as raison, si la coopération amène vers l'excellence, même si les règles me permettent de partager ce qu'on a trouvé ensemble, et toi de partager ce que tu as trouvé avec moi, donc si on est vraiment rationnel, comment ça se fait, comment on fait quand mon succès dépend de ton échec? Donc les moyens les plus effectifs de produire, de créer, est totalement exclu dans le cas de la compétition. Ajoute ça à une évaluation externe. Ajoute cela à l'explication sur la récompense. On rajoute ce que vous avez trouvé sur éviter de prendre des risques. Et on peut trouver d'autres explications aussi, hein, tout à fait. Je n'en fais pas un cas plus de l'une que de l'autre. J'en ai plein d'autres pour vous, si vous voulez. Une des plus classiques, c'est l'anxiété, le stress. Je suis sous stress si on dit que je dois être en compétition. Donc on sait que le stress et l'anxiété, ça empêche de penser et de réaliser les choses correctement. Donc peu importe la raison, on a toutes les recherches qui suggèrent que la compétition n'est pas bonne pour notre santé mentale, qu'elle n'est pas bonne pour nos relations, et c'est même pas bon non plus pour la réussite, à l'école ou n'importe où ailleurs. Donc la question devient,
comment on fait pour aller au-delà de cela? Et comment on fait pour gérer? Bon, je ne vais pas parler du terrain de jeu, mais comment on fait pour gérer la classe? Qu'est-ce que c'est d'avoir comme défaut l'apprentissage par collaboration, coopération? À mon avis, c'est que dans chaque classe, la plupart du temps, cela devrait se passer en binôme ou en petits groupes, en essayant de répondre à des questions qui ont du sens, qui sont importantes. Donc, pas simplement mémoriser des faits pour les régurgiter après, mais d'une façon bien plus efficace, de comprendre les idées ensemble, entre eux, d'une façon qui a du sens pour eux, et dans un environnement où on prend soin de la communauté. Il y a un point sur lequel on challenge énormément, et je vais terminer sur ceci. Et en passant, ensuite, on va prendre les questions. Et je vais préciser, au cas où vous êtes venu ce soir, parce que vous connaissez aussi les autres sujets sur lesquels j'ai écrit, je répondrai aussi à toute autre question sur les travaux que j'ai faits sur d'autres sujets. Ça n'a pas besoin d'être sur la compétition seulement. Mais on me challenge souvent, constamment d'ailleurs, sur une chose bien précise. Et ça part comme cela. Ouais, bah c'est une super théorie. Ah, quand les gens commencent comme cela, je vois venir de loin. Les gens n'aiment même pas la base de ma théorie. Ils continuent en me disant, mais dans le vrai monde, c'est une utopie, c'est idéaliste, c'est pas réaliste, etc. Donc j'ai beaucoup de réflexions comme ça. Il y a les mêmes dans le mouvement Zeitgeist. Et j'ai une demi-douzaine de réponses généralement préparées. On doit mettre les enfants en compétition parce que ça se passe comme ça dans le vrai monde. Donc voilà, je vous les donne, peut-être que vous en aurez l'utilité. Vous pouvez les voler, elles sont à vous. Premièrement, ils font largement assez d'expérience grâce à la compétition sans avoir besoin de rajouter autre chose. Tu peux pas jouer à un jeu vidéo et ou de regarder la télé en même temps ou de rajouter des activités après l'école sans trouver toujours exemple après exemple de compétition, il n'y a que ça. Et vraiment, c'est les activités de coopération qui sont introuvables. Donc nous, en tant qu'éducateurs, en particulier, mais aussi en tant que parents, ont une obligation finalement d'introduire les enfants à des jeux sans compétition, ou à des activités sans compétition, vu la dose qu'ils se prennent normalement. Je veux dire, même si vous pensez encore que la compétition est utile, elle diminue beaucoup les résultats. Donc, deuxième réponse, je suis d'accord que dans une société compétitive, ça aide beaucoup si les enfants réfléchissent sur cet aspect de la société. Moi, j'enseignerai aux enfants ce qu'est la compétition, comme j'enseignerai sur la prévention d'utilisation des drogues ou la conduite en état d'ivresse, pour qu'ils puissent apprendre à reconnaître et réfléchir profondément à ce genre de choses. Mais quand les gens disent ouais, on doit enseigner la compétition aux enfants, ce qu'ils suggèrent vraiment, ce qu'il faut faire, c'est de les immerger complètement dedans, en pratiquant des activités de compétition, ce qui est très différent. On n'aurait pas besoin de faire cela simplement en leur enseignant ce que c'est, sans le faire ou sans les immerger dedans vraiment. Mais en les faisant, les immersant complètement et en les mettant en compétition, c'est là qu'on les socialise en acceptant la compétition sans une pensée critique derrière, en l'acceptant comme norme et comme quelque chose de normal et désirable. C'est très différent de simplement les aider à penser sur ça, sur ce qu'ils sont en train de faire. Suivant, les bénéfices de l'échec sont surestimés. Les gens qui suggèrent que être en compétition, que perdre c'est bon pour toi, car ça t'apprend ensuite à te remettre sur pied et d'essayer encore plus durement d'y arriver. Ça, c'est apparemment des gens qui ne pensent pas beaucoup de temps avec des enfants et qui ne se rappellent pas beaucoup de leur enfance non plus. Les recherches disent que l'échec, typiquement ressenti par les enfants, leur enseigne qu'ils n'ont pas les compétences pour réussir. Et donc ensuite, ils deviennent moins enclins à réussir. Et ça, j'ai beaucoup à dire sur ça précisément, mais dans un prochain bouquin.
qui sortira au printemps. Le mythe de l'enfant gâté. Et ça, c'est une super idée de cadeau pour vous. Mais l'argument suivant est que de ne pas avoir de réussite, et la plupart des gens sont sans réussite, en échec, en compétition. Il n'y a jamais qu'un gagnant. Donc cela n'aide pas du tout à rendre les gens plus en réussite, et encore moins de les rendre plus heureux. Et la prochaine étape, c'est même si vous n'êtes pas d'accord avec ça, que vous pensez que l'échec peut être utile, l'échec ne veut pas forcément dire perdre. L'échec dans une activité publique pour que quelqu'un d'autre réussisse, comme gagner et réussir, sont deux choses différentes. Donc l'échec et perdre sont deux choses différentes. Je n'ai jamais vu aucune preuve que cette version particulière de l'échec, perdre, dans une compétition, amène quel avantage que ce soit. En tout cas en termes de développement de l'enfant. Et ma dernière réponse que je donne généralement, c'est si souvent on se rabat sur ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle, l'explication Bagudi. Bagudi est un euphémisme stupide, un acronyme, ouais, commence à se faire un peu tard, je perds le fil. C'est un acronyme pour Better Get Used to It, t'as intérêt à t'y faire. Donc, tu dis qu'il n'y a aucune preuve que les notes, que les devoirs à la maison ou que les tests standardisés sont bénéfiques aux jeunes enfants. Il faut quand même leur faire, car ils vont devoir le faire quand ils vont être adultes. Les gens pensent vraiment comme ça. Ils vont devoir le faire au lycée, donc il faut qu'ils apprennent maintenant. Et plus tard dans ta vie, les gens vont faire des choses implaisantes, donc il faut que tu te prépares avant. Maintenant, tout de suite, quand tu es petit et enfant. Ça, c'est le raisonnement rationnel pour élever les enfants et les mettre en compétition. Oui, ça détruit leur estime de soi. Oui, ça détruit leur communication et leurs relations. Oui, ça les empêche d'exceller dans toutes les activités. Et oui, ça les rend moins enthousiastes sur ces activités. Mais comme les gens vont te mettre en compétition plus tard, tu dois commencer à souffrir maintenant tout de suite. Les gens ne le disent pas vraiment comme ça, mais c'est ça. On n'en est vraiment pas loin de leur façon de penser rationnelle, entre guillemets. Et vous savez quoi? Moi, je veux élever une nouvelle génération d'enfants qui ne sont pas confus et qui ne confondent pas les mauvaises choses comme la compétition avec comment le monde marche vraiment. La compétition n'est pas une notion, une partie nécessaire à la vie. Comme on n'a pas besoin des tests standardisés, comme on n'a pas besoin des devoirs à la maison ni des notations, ces systèmes n'ont pas besoin de faire partie du système d'éducation et de l'école. Moi, je veux élever des enfants quand ils arrivent dans un environnement de compétition et qu'on leur dit qu'ils doivent se débattre, qu'ils puissent dire mais attends, c'est quoi votre truc hein? Pourquoi voudrais-je faire ça quoi? Et qu'ils puissent dire mais on sera beaucoup plus heureux et en réussite si on coopère ensemble, comme avec cet extraordinaire enseignant que moi j'ai eu. Je veux voir une génération d'enfants qui soient dégoûtés quand ils voient une activité de compétition, qu'ils puissent réaliser mais on peut faire beaucoup mieux que ça, et pas dire c'est comme ça, c'est les habitudes, c'est la norme, c'est la vie. Le réalisme corrompt, le réalisme absolu corrompt absolument. Je suis pas en train de te dire va vivre dans une utopie chez les hobbits, qui n'est pas basée sur la réalité. On dit ici la compétition marche, point barre, dans le vrai monde. Mais la coopération n'est pas seulement une plus grande réussite, ça donne aux enfants un mode alternatif pour vivre, pour apprendre et pour aimer. Et cela peut aider nos enfants à améliorer cette société, à améliorer leur propre vie, les amener beaucoup plus loin que la guerre contre tout le monde, celle qu'on leur apprend et impose pour l'instant. Merci. Traduction Jacques Fruit.